Au titre de l'actualité, les fonctionnaires seront biométriquement recensés. Le lancement de cette opération d'identification a été fait par la ministre de la Fonction publique. Nous parlerons d'une nouvelle association d'experts financiers de l'UEMOA. Il s'agit du SOAP qui prévoit des formations continues, la promotion des meilleures pratiques financières. Vous le verrez, le JJDI et KOICA, l'agence de coopération internationale coréenne, ont signé une convention. Une signature qui engage les deux structures à renforcer les capacités des jeunes Ivoiriens en termes de digitalisation. Et la Fondation Friedrich Naumann a initié la 8e session de formation en droit international des droits de l'homme à Abidjan. Le détail complet dans ce journal. Ravi de vous savoir nombreux devant vos écrans. Madame, Monsieur, bienvenue et merci de vous informer avec Business 24 Africa. En ouverture de ce journal, dans la dynamique d'une administration moderne et modèle, Anne Désiré Ouloto, ministre d'État de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, a procédé au lancement du recensement biométrique des fonctionnaires et agents de l'État. Une opération essentielle qui permet d'identifier de manière fiable et sécurisée des données de tous les acteurs du service public en Côte d'Ivoire. Zénab Dosso et Ézéchiel Seri pour le point. C'est une réforme de plus qui vient applaudir les efforts de la ministre Anne Désiré Ouloto, ministre d'État de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le recensement biométrique des fonctionnaires et agents de l'État qui vient d'être lancé. Avec ce processus, plus de fonctionnaires fictifs, plus de fonctionnaires en abandon, car il permet une identification fiable et sécurisée des données de tous les agents du service public en Côte d'Ivoire. Il permettra également d'assurer une maîtrise des effectifs et de la masse salariale dans l'administration publique. Le coup d'envoi à cette cérémonie de lancement était le recensement pratique de la ministre Anne Désiré Ouloto et les membres de son cabinet, marquant ainsi le démarrage officiel du recensement biométrique des fonctionnaires et agents de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Pour la ministre, le recensement biométrique est la clé d'une gouvernance moderne et efficace. Avec ce processus, nous pourrons corriger les insuffisances du contrôle de présence électronique qui a été pratiqué depuis 2016. Nous passons à une autre étape. Il n'y a plus le contrôle électronique. Ou encore on peut gérer avec sa hiérarchie. Bon, et électroniquement parlant, on peut considérer que je suis présent. Mais là, c'est l'empreinte qui fait foi. Donc, bonne chance à ceux qui peuvent couper leurs doigts. Au bout de 5 ans, peut-être que vous n'aurez plus qu'une main. Après 10 ans, vous n'aurez plus de main du tout. Tous les doigts seront partis parce que le doigt coupé a une durée de vie. C'est compliqué. Et qu'est-ce que vous expliquerez à vos enfants? L'enfant qui vous dira, maman, papa, où est ton doigt? Je l'ai donné à mon collègue. Pour faire quoi, papa? Pour faire quoi, maman? Pour tricher. Fierté pour les membres de son cabinet et l'ensemble des agents de l'État compte tenu de l'importance du recensement biométrique. Votre leadership inclusif, participatif, force l'admiration, mais maintient surtout le cap de la transformation structurelle de notre administration publique tant recherchée. De système en système, le ministère d'État de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration semble avoir trouvé la solution pour mieux gérer l'effectif des fonctionnaires et agents de l'État et contrôler les absences et présences avec l'appui technique de ses partenaires, entre autres la DSI, Direction des systèmes d'information. La SOAP, nouvelle association d'experts financiers de l'UEMOA, a officiellement démarré ses activités ce lundi 27 mai. Cette initiative vise à améliorer l'intégrité, la transparence et l'efficacité des marchés financiers régionaux. La SOAP prévoit des formations continues, la promotion des meilleures pratiques et la publication de rapports sur les marchés financiers de l'UEMOA. Le compte-rendu de Diane Kablancan et de Tima Traoré. La Société ouest-africaine des analystes financiers et professionnels de l'investissement de l'UEMOA, SOAP, a marqué un tournant important dans le développement du marché financier régional.
Elle a procédé ce lundi au siège du patronat ivoirien au Plateau à sa présentation officielle couplée du démarrage de ses activités. Cette association, qui regroupe des analystes financiers et des professionnels de l'investissement de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA, vise à renforcer l'intégrité, la transparence et l'efficacité du marché financier régional. Il s'agit aujourd'hui de présenter notre association et également de lancer le coup d'envoi donc, de nos activités. Cette association a été constituée en septembre 2023 en Côte d'Ivoire. C'est une association régionale donc, qui couvre les 8 pays de la zone UEMOA. Et l'objectif de cette association est de favoriser, de contribuer donc, au développement du marché financier et également d'arriver à une meilleure professionnalisation des métiers de la finance. Le président de la SOAP n'a pas manqué de souligner l'importance de la collaboration entre les différents acteurs du marché pour atteindre les objectifs fixés. Les activités de la SOAP incluront la formation continue des analystes financiers, la promotion des meilleures pratiques en matière d'investissement et l'organisation de conférences et séminaires destinés à sensibiliser et à éduquer les acteurs du marché. L'association prévoit également de publier des rapports réguliers sur l'état des marchés financiers de l'UEMOA, fournissant ainsi des analyses des investisseurs et aux décideurs économiques. Alors déjà, de faire confiance au marché. Ça, c'est un élément très important. Le marché a été constitué, a été régionalisé en 1999 et environ 30 années plus tard, nous avons fait d'énormes progrès. Nous continuons ces progrès, mais nous ne pouvons continuer ces progrès que si nous avons des hommes de qualité qui sont au sein donc, de ces organisations qui gèrent au quotidien le marché financier régional. Notons qu'en rassemblant les talents et en promouvant une culture de transparence et de professionnalisme, la SOAP se positionne comme un acteur clé dans le développement économique de la région. On s'intéresse à présent au Global Green Growth Institute, GGGI et KOICA, l'agence de coopération internationale coréenne, qui ont signé une convention ce lundi au siège du GGGI situé à Cocody. Une signature qui engage les deux structures à renforcer les capacités des jeunes Ivoiriens en termes de digitalisation des entreprises et de les former aux métiers verts sur une période de 4 ans. Le point avec Philippe Zabo et Doumbia Ayuba. C'est un projet qui coûtera 8 250 000 $, qui s'étendra sur 4 ans et qui a pour but de former environ 45 000 jeunes Ivoiriens aux métiers liés à l'économie verte. Tels sont en gros les termes du partenariat signé entre l'Agence internationale de coopération coréenne et le GGGI. Alors, cette convention nous engage à mettre en œuvre un programme qui vise à renforcer les capacités de la jeunesse ivoirienne en termes d'accès à la digitalisation par le contenu, mais aussi par les infrastructures que nous allons développer et déployer à travers 35 centres digitaux sur tout le territoire ivoirien, incluant la ville d'Abidjan, Grand-Bassam et 6 autres villes à l'extérieur de Côte d'Ivoire. Également, ce programme vise à renforcer les compétences en termes d'entrepreneuriat vert pour la jeunesse et leur permettre justement de développer le tissu économique entrepreneurial dans les nouveaux secteurs d'avenir qui sont les filières vertes comme l'économie circulaire, les énergies renouvelables ou encore l'agriculture intelligente. Depuis sa création en 2012 et l'ouverture du bureau régional d'Abidjan en 2021, le GGGI bénéficie de l'appui du gouvernement coréen à travers le KOICA. Cette signature de partenariat est l'aboutissement de cette coopération. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Corée se sont établies depuis maintenant 63 ans. Et en 2014, le président de la République a effectué un voyage en Corée. Après ce voyage, on a effectivement démarré la collaboration avec la Côte d'Ivoire. Et vous savez que les deux pays sont très éloignés, mais la KOICA voudrait essayer, le gouvernement coréen, à travers la KOICA, veut se rapprocher de la Côte d'Ivoire afin de participer effectivement à son développement économique et social. Cette signature de partenariat s'est faite sous l'œil vigilant du Dr Malé Fofana, directeur régional Afrique de GGGI. Le GGGI est un organisme de l'Institut mondial pour la croissance verte. Il œuvre aux côtés des autorités ivoiriennes pour la mise en œuvre d'une croissance verte inclusive.
L'information se poursuit en droit international. La 8e session de formation en droit international des droits de l'homme s'est ouverte depuis le lundi dernier. Pilotée par la Fondation Friedrich Naumann et d'autres partenaires, cette édition se penche sur les nouvelles formes de criminalité. Le premier cours dispensé aux participants a été donné par Epiphane Zorobibalo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, parrain de cette édition. Walter Kofi et Marius Seri. Ils sont une soixantaine d'auditeurs venus de 12 pays africains pour renforcer leurs capacités sur les nouvelles formes de criminalité. Le terme est au centre d'un séminaire de formation, la 8e édition de formation en droit international des droits de l'homme, ouverte à Abidjan. Au menu, 12 thématiques à aborder sur les nouvelles formes de criminalité, parmi lesquelles la cybercriminalité, la criminalité environnementale, les nouvelles formes de criminalité économique. Cette volonté politique ferme et forte au plus haut niveau constitue une motivation supplémentaire pour les acteurs impliqués dans la lutte contre ces formes de criminalité à redoubler d'ardeur pour lutter contre ces menaces qui portent atteinte aux droits fondamentaux de l'homme, détruisent les économies et enrichissent indûment les criminels et leurs organisations. Cette session de formation est organisée par la Fondation Friedrich Naumann en collaboration avec la Fondation René Cassin de Strasbourg et le Conseil national des droits de l'homme. Ces derniers ont appelé à une synergie d'action des États pour mettre en place des stratégies efficaces contre la criminalité organisée et protéger les droits de l'homme. La criminalité organisée, incluant la traite des êtres humains, le trafic de migrants, de drogue, de biens illicites, de contrefaçon, de trafic de biens culturels, est particulièrement alarmante. Alors que le trafic de drogue et le terrorisme constituent les problèmes majeurs des 3 dernières décennies, de nouvelles formes d'activités criminelles ont fait jour, comme la traite des êtres humains, le trafic des migrants, de biens licites, le trafic des biens culturels, la cybercriminalité. Cette 8e session de formation délocalisée à Abidjan s'achève le 1er juin. Il se déroule à l'Université des Lagunes d'Abidjan. La formation s'adresse à des magistrats, des commissaires de police, des avocats, le corps préfectoral, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les acteurs de la société civile. Ces derniers se verront sanctionnés d'un diplôme de fin de formation. Au chapitre environnement, un séminaire de renforcement de capacité des organisations de la société civile et de présentation du bilan sur la COP28 s'est déroulé récemment à Abidjan. Organisé par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, ce séminaire a aussi pour but de présenter les perspectives de la 29e édition de cette conférence des partis qui se tiendra en novembre 2024 à Bakou. Sandrine Kwame, commentée par Walter Kofi. Après la 28e édition de la conférence des partis sur l'environnement, l'heure est au bilan. Les membres des organisations de la société civile se sont réunis au cours d'un atelier de restitution et d'information des organisations membres sur les résolutions, les résultats et les acquis des thématiques abordées lors de la COP28 déroulée en novembre 2023 à Dubaï. Une réunion qui permet d'aborder également les perspectives de la COP29. Je pense qu'il faut saisir cette opportunité pour... Donc chaque année, comme la communauté internationale organise la COP, y compris nos pays, il est tout à fait indiqué que la société civile qui participe à ces COP vienne restituer. Il s'agit pour nous de pouvoir présenter aux organisations membres de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique en Côte d'Ivoire les grandes décisions qui ont été prises lors de la COP28. Le long de cette journée, nous allons donc aborder les questions des pertes et dommages qui ont fait objet des discussions, les questions de finances climatiques. Les acquis, surtout la COP28, on a eu
le fonds de pertes et dommages, pour ne pas dire pertes et préjudices, qui a été alimenté. C'est le lieu aussi d'échanger avec les guichets qui seront représentés lors de la COP29 et comment faciliter l'obtention de ressources pour amplifier les actions de l'État. Cet atelier a réuni 10 partenaires institutionnels, techniques et financiers, ainsi que 70 organisations membres de PACJA Côte d'Ivoire, intervenant dans le domaine de l'environnement et des questions en relation avec le climat. L'actualité, c'est également l'engagement de la jeunesse dans la lutte pour la justice climatique. Récemment, s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Régional Youth Forum, le forum régional de la jeunesse qui rassemble des jeunes venant de 12 pays africains, principalement de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Des réflexions se sont portées sur le thème « Jeunesse et justice climatique ». Cette activité est initiée par le Centre de leadership civique Social Change Factory qui œuvre pour l'autonomisation, l'engagement et l'avancement des jeunes en Afrique. Le Forum régional de la jeunesse est à sa 5e édition. Une 5e édition dédiée à l'engagement des jeunes pour la justice climatique. Ce sont des délégations de jeunesse qui viennent de 12 pays africains qui prennent part à ce forum. Burkina, le Mali, le Bénin, le Nigeria, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Les échanges porteront sur les défis auxquels l'Afrique fait face par rapport aux questions de justice climatique. Alors nous, à Social Change Factory, notre philosophie, c'est que les jeunes peuvent être acteurs du développement de leur communauté, de leur société. L'idée, c'est vraiment de leur faire prendre compte du potentiel qu'ils ont et de quelles actions ils peuvent mettre en œuvre au sein de leur communauté pour lutter contre la justice climatique. On sait que certaines décisions et certains changements doivent provenir des États, mais chaque personne dans sa communauté peut faire des actions. Le directeur de cabinet adjoint Conan Anderson Assui, représentant le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, parrain de la 5e édition du Forum régional de la jeunesse, a dit ses encouragements à la directrice exécutive de Social Change Factory. Nos jeunes qui représentent l'avenir sont également capables de mener des actions significatives pour un changement durable. Mesdames et messieurs, ce forum vise à créer un espace propice à la discussion, à la formation et à l'échange d'expériences. En tant que jeunes qui devons travailler pour que demain, les générations futures soient à l'aise, à pouvoir contribuer à ce qu'aujourd'hui nous puissions réduire les effets du changement climatique. Les participants seront amenés à réfléchir comment la justice climatique peut être efficace dans les pays. Quelles sont les actions concrètes que chacun peut mener dans son quotidien par rapport au changement climatique ainsi que sur l'utilisation de l'énergie renouvelable? L'actualité fait place au panel de l'orientation qui s'est tenu récemment, organisé par Engoran Cherge avec le soutien du maire de la commune de Grand-Bassam. Cette manifestation a eu pour thème afin que l'étudiant d'aujourd'hui devienne le professionnel de demain. L'idée était de fournir aux étudiants le maximum d'informations pour les aider à mieux s'orienter dans leur choix de carrière. Des détails supplémentaires avec Michel Brou et c'était ici. S'orienter, mais surtout mieux faire le choix de sa filière pour un avenir certain, était l'essentiel de cette 2e édition du panel de l'orientation. Une occasion pour les élèves de rencontrer et d'échanger avec des professionnels de divers domaines tels que la médecine, le journalisme, le droit, la diplomatie et l'économie entre autres. Éclairer la lanterne des élèves au moment où se joue une partie de leur avenir était la vision nourrie par Engoran Cherge, soutenu par le premier responsable de la commune de Grand-Bassam. Il y a plusieurs faits qui ont suscité la création de cette activité-là. Premièrement, chaque année, après les résultats du bac, moi je suis approché par des parents d'élèves qui viennent échanger avec moi pour avoir des avis relativement à l'orientation de leurs enfants. Le deuxième fait, c'est que personnellement, j'ai eu des amis au lycée qui aujourd'hui n'ont pas pu terminer leurs études parce qu'ils ont eu des problèmes au niveau de leur orientation. Donc ce sont des faits qui ont suscité la création de ce panel-là. Il s'agit d'une belle initiative
qui vient compléter le dispositif d'accompagnement de nos élèves et étudiants qui est mis en place par le conseil municipal à travers ce salon d'orientation dont je félicite le commissaire général, M. Angoran. Nous pouvons donc orienter le choix de carrière de nos enfants, futurs bacheliers, et leur mettre à disposition toutes les informations utiles afin de prendre des décisions éclairées avec leurs parents sur le choix d'une formation académique. Les étudiants et leurs familles ont pu également poser des questions et obtenir des conseils pour mieux comprendre les réalités du marché du travail. Avant toute chose, ce qui est important que les jeunes gens doivent savoir, c'est d'aimer ce qu'on fait. À la base, il faut aimer ce qu'on fait, il faut se lancer, se donner tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Tout se passe bien. On a déjà rencontré 4 panélistes et on a posé des questions et ça se passe très bien. Je pense que c'est une belle initiative de la part de Serge. C'est ma première fois d'assister à la 2e édition du panel d'orientation. J'ai vraiment beaucoup apprécié les interviews des différents panélistes et ça m'a permis de choisir ma fille. J'ai vraiment aussi aimé les propos du diplomate. Après le bac, j'aimerais faire son métier, la diplomatie. La 2e édition du panel de l'orientation 2024 a mobilisé plus de 400 participants en aidant les élèves à envisager leur avenir professionnel de manière plus informée. Les initiateurs ambitionnent de l'étendre à l'échelle nationale les prochaines années au profit des autres élèves. Un mot de culture à présent. La 2e édition du concours Miss Tourism World a été officiellement lancée. Le concours met en compétition des jeunes filles âgées de 18 à 30 ans et qui rivalisent tant en beauté qu'en art oratoire avec pour thème héritage et beauté. L'objectif est de valoriser les richesses culturelles de notre beau pays à travers l'intelligence des jeunes filles. Le témoignage de Eunice Bobou. Et revoilà le concours Miss Tourist World édition 2024. Un concours de beauté qui mettra en valeur la culture de chaque pays tout en vendant la destination ivoire. Le concours qui se déroule chaque année à l'international est donc officiellement lancé en Côte d'Ivoire. Pour la sélection des candidates ivoiriennes qui représenteront le pays en Allemagne, pendant 4 mois, 31 régions ont accueilli le comité Miss Tourist World pour les présélections des plus belles filles du pays. Pour cette 2e édition, des innovations sont annoncées. Et l'innovation, c'est de pouvoir créer une atmosphère féerique, rêveur, pour pouvoir permettre de pouvoir mieux placer le secteur du tourisme aujourd'hui qui est un peu délaissé au rang international. Cette année, la finale se tiendra au Radisson Blu Hotel le 19 juillet 2024 et ça commencera à partir de 16h. Les votes en ligne se feront à partir du 3 juin et les filles iront mises au vert à partir du 12 juillet. Pour la présidente de Miss Tourist World Côte d'Ivoire, au-delà de la mise en valeur du plastique, le concours vise à promouvoir la cohésion et la paix. Miss Tourist World Côte d'Ivoire est une plateforme qui permet à toutes les filles de pouvoir faire valoir nos richesses, nos cultures, tout ce qu'on a de beau en Côte d'Ivoire à l'international. L'importance du concours, c'est que le concours vise à faire la promotion de notre patrimoine à l'international et à apporter d'autres solutions, notamment au secteur du tourisme. La Miss ira à l'international représenter notre beau pays afin de pouvoir compétir et ramener la coupe, la victoire et tout ce qu'il y a comme trophée à l'international. La finale du concours Miss Tourist World Côte d'Ivoire aura lieu le 19 juillet 2024 au Radisson Blu. La Miss représentera la Côte d'Ivoire en phase finale à Miss Tourist World. La 5e édition des Journées d'excellence de l'IEPP de San Pedro Bardo a été récemment organisée pour mettre en lumière le travail bien fait des élèves. Tenue au groupe scolaire Lions Club de San Pedro, cette journée a permis à l'inspection de l'enseignement primaire et public de San Pedro Bardo de récompenser les meilleurs élèves. Le commentaire de Konena Nourgo. Contribuer à la formation des ressources humaines de qualité et à l'émergence d'une nouvelle élite et prise de talent. C'est dans ce canevas que s'inscrit l'inspection de l'enseignement primaire et public de San Pedro Bardo à travers ces journées de l'excellence.
Pour cette 5e édition, organisée au groupe scolaire Lions Club, l'IEP de San Pedro Bardo a récompensé plusieurs personnes en présence des autorités administratives, éducatives et communales de la ville balnéaire. Que serait la Côte d'Ivoire sans l'éducation nationale? Que serait une nation sans l'éducation nationale? Infini merci à ces sachants qui donnent tous les jours le meilleur d'eux-mêmes pour qu'un pays avance. C'est eux qui préparent les leaders de demain. C'est eux qui préparent les ministres de demain. Cette 5e édition des Journées d'Excellence a permis de faire des heureux. Une récompense qui sonne comme un appel à redoubler d'efforts. Je suis très heureux de recevoir ces prix. Je voulais les encourager à travailler pour recevoir ce même prix. Faut-il le rappeler, la circonscription géographique de l'inspection primaire publique de San Pedro Bardo couvre les quartiers Bardo, Belleville, Soleil, Diboué et 8 villages communaux. L'on y dénombre 65 écoles, dont 12 du préscolaire. L'actualité nous conduit à Diawala où le week-end dernier s'est tenue la finale de la 2e édition du tournoi des tout-petits doté du trophée Ouattara Drissa, premier adjoint au maire de Diawala. L'objectif est de créer le rassemblement, la cohésion sociale et l'unité entre les filles et fils de la commune, aussi de détecter de nouveaux talents. Leur témoignage de Ouattara Daouda. Le football, facteur de rassemblement et de cohésion sociale, l'a bien compris certains cadres et fils de Diawala. Parmi eux, l'honorable Ouattara Drissa, premier adjoint au maire de Diawala, député suppléant Diawala Niele Tumukuro dans le nord de la Côte d'Ivoire, région du Tologo, département de Wangolodougou. Comme chaque année, il initie des rencontres footballistiques entre les tout-petits de la commune, afin de leur donner une tribune pour exprimer leurs talents, consolider la paix, l'unité et la cohésion sociale au sein de la commune. D'où le nom, tournoi des tout-petits de l'unité et la cohésion sociale. L'objectif visé, c'est de rassembler les enfants autour du football et la cohésion et l'amitié surtout au sein des enfants. Puisque le football est un facteur de développement, de rassemblement. Et nous espérons que des Adingra sortiront de Diawala, des Kosonous sortiront de Diawala. Et pour nous, en tant que comité, nous sommes d'abord très fiers de pouvoir organiser ce genre d'événement au niveau de la commune, qui a été une belle réussite. Vous avez vu, le public qui a répondu massivement, les équipes qui étaient aussi à la hauteur. Vraiment, cela ne peut que nous réjouir. 20 équipes de la commune se sont jetées dans la course. C'est finalement des équipes qui se sont disputées à la finale ce dimanche 19 mai 2024 au stade municipal de Diawala. Cette rencontre a opposé l'équipe FC Nyamaloko Junior à celle de FC Scorpion Junior, soldée par la victoire de FC Nyamaloko par les tirs au but sur un score de 5 à 4. Cette deuxième édition du tournoi de l'unité et de cohésion sociale des tout-petits dotés du trophée Ouattara Drissa Kouara était placée sous le parrainage du maire de Diawala, Ouattara Mamadou. En image à présent, le président nigérien Bola Tinubu a donné le coup d'envoi officiel pour la construction de l'autoroute Lagos-Calabar, dont les travaux sont évalués à 10,2 milliards USD. Le projet, qui s'étend sur 700 km, fait partie d'un plan national du transport qui prévoit des investissements massifs dans la construction et la réhabilitation de plusieurs axes routiers à travers tous les États du pays. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur la télé utile.